voilà, bonjour à tous et bienvenue dans le goût du savoir. Je vais prendre le micro comme ça, je sais pas comment je vais prendre, pour cette 23e émission de folie. Et vous vous rendez compte, déjà 23, quand on va finir la saison, on sera à 24. C'est plus qu'une grande série de streaming. J'ai l'impression qu'Internet fonctionne à peu près, car je suis au bout du monde, figurez-vous. Je suis en Grèce, voilà, regardez, je vais vous montrer. Voilà, je suis au bord de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ça. C'est absolument magnifique. Voilà, je suis venu ici avec mon fils et toute mon ex-belle famille pour qu'on se repose un petit peu tous ensemble. Mais on fait quand même l'émission. Plein de belles choses se préparent d'ailleurs pour l'émission. Vous verrez ça à la rentrée. En tout cas, pendant l'été, vous pourrez bien sûr continuer de tout regarder. On sera quasiment à 200 vidéos. Hein. C'est un peu la folie, tout ce qu'on vous a fait comme contenu. Et peut-être que vous découvrez l'émission pour la première fois. Si vous êtes fan de notre copine Anastasia Liard, qui sera avec nous tout à l'heure, une top chef que vous connaissez tous. Et qui est super. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker toutes les vidéos évidemment pendant l'émission, bien sûr à liker le flux. Et puis comme toujours, on va apprendre en s'amusant avec nos profs. Alors reste à savoir qui est avec nous pour commencer l'émission. On vient de se réveiller et pourtant on va parler de sommeil avec elle, car le sommeil c'est très important. Tout ça est assez paradoxal, c'est bien sûr notre Cécile nationale. Bonjour Cécile. Salut tout le monde. Voilà, qui a l'air en pleine forme évidemment. Le monde entier lui envie son accent british. Plus british que les British. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va nous parler d'accent, justement. Il se tient toujours aussi droit que les Welsh Guards. Hein. C'est comme ça qu'on dit Erwan. Hein. Welsh Guards, yes sir. Et oui, les Welsh Guards, ce sont c'est ceux qu'on peut voir quand on va à Londres, à Buckingham Palace. Hein. C'est ça, c'est les gardes de la reine ou du roi, maintenant. Du roi, exactement. C'est bien exactement. Ça. Et puis enfin, on connaissait Titi et Crominet, Pif et Hercule, Melon et Mèche. Mais rien ne vaut Nico et Cyril, nos profs de maths favoris. Bonjour les enfants. Salut. Bonjour. Bon, tout le monde est en forme aujourd'hui, je vous promets un truc, on va se régaler dans l'émission. On a carrément 2 chefs avec nous, puisqu'on a Anastasia qui va nous rejoindre et qu'on aura Anne-Lise qui nous fera un cours de cuisine spécial un peu fête des papas. Vous verrez ça tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des papas. Je crois que vous êtes tous papas là, hein. Tout le monde est papa? Oui. Oui. Eh ben oui. Exactement. Faites les garçons. T'es maman. Merci. Merci. Moi, c'était avant. Voilà, toi, c'était avant, c'était il y a 2 semaines. En tout cas, bonne fête à tous les papas qui nous regardent. Bonne fête à moi-même d'ailleurs, puisque moi-même aussi, je suis papa. C'est important. Allez, on va découvrir ensemble le sommet. Alors, je disais, les progrès technologiques, ça change toujours la face du monde. Hein. On le savait, il y a eu le feu, il y a eu maintenant l'intelligence artificielle qui est développée dans une zone qui s'appelle la Silicon Valley. Tout le monde connaît la Silicon Valley? Vous connaissez tous? Oui. Eh oui, évidemment. Eh bien, José et Isa vont nous expliquer comment est-ce qu'elle est née. Tout ça pour répondre à la question d'un de vous qui nous regardait, c'était Enguerrand qui nous avait posé cette question et José et Isa se sont motivés pour répondre. Regardez ça. 1, 2, 3 ordinateurs, une tablette, une autre tablette, 2 téléphones portables. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là Des encore une écouteurs. fois? Un inventaire ou quoi? Non, je fais pas d'inventaire, Isabelle, mais est-ce que tu sais quel est le point commun de tous ces objets que j'ai énumérés, tablette, ordinateur, téléphone, etc. Bien sûr, en dehors du fait qu'ils servent à communiquer, évidemment. Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Je dirais qu'en fait, ils ont tous une puce électronique et dans cette puce, il y a du silicium. Du silicium, mais exactement, c'est bien ça le point commun. Et tu sais que le silicium, ça a donné son nom à un endroit géographique qu'on va visiter aujourd'hui à la demande d'Enguerrand qui nous a écrit. Est-ce que tu sais quel est cet endroit géographique qui doit son nom au silicium? Je crois savoir, oui José. Il me semble que c'est la Silicon Valley. Embarquement immédiat. La Silicon Valley. C'est donc le silicium qui a donné son nom à la fameuse Silicon Valley. Le silicium, qu'est-ce que c'est? Un métalloïde qui entre dans la composition des puces électroniques. Alors un métalloïde, peut-être qu'un jour, on a Adrien, notre cher Adrien, qui nous expliquera ce que c'est. En attendant, on retient silicium, Silicon Valley. Oui, enfin ce qu'on va faire surtout en étant géographie, c'est se situer. Alors où sommes-nous? Nous sommes aux États-Unis et nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Californie, donc plutôt vers le sud des États-Unis, plus précisément à
80 km au sud de la ville de San Francisco. C'est là que se trouve cette région qu'on appelle Silicon Valley. Et la Silicon Valley est peuplée d'arbres et qui regorge des fruits du silice. Enfin, José! Je dis n'importe quoi là. En fait, la Silicon Valley, elle regorge surtout de quoi, Isabelle? D'entreprises spécialisées dans la haute technologie. Isabelle, c'est quoi exactement des entreprises de haute technologie? Alors, ce sont des entreprises qui imaginent, c'est-à-dire conçoivent, des objets révolutionnaires qui vont bouleverser nos vies. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire des objets vraiment qui sont des concentrés de génie, en fait. Et d'innovation, exactement. Et d'innovation, c'est ça la technologie. Bon, je pense que le mieux, quand même, c'est qu'on donne des exemples des entreprises qui sont situées dans la Silicon Valley. Par exemple, moi, je peux t'en donner une qui nous sert tous les dimanches matins, c'est YouTube. Apple aussi. Ah bah oui, mais c'est vrai, il y a aussi Amazon, par exemple. Et il y a aussi Google. Facebook. Ou la NASA. Ah bon, on va s'arrêter là parce qu'on a compris en fait ce que c'est. Toutes ces entreprises, elles brillent en fait par l'innovation. Et c'est ce qu'est la Silicon Valley. Bon, maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi, quelque part, elles sont toutes là, à cet endroit. Qu'est-ce qu'elles font là? Eh oui, c'est moi. Alors pourquoi ces entreprises sont toutes concentrées à cet endroit? Ce n'est pas le fruit du hasard. En fait, ici, on a une université très prestigieuse, l'université de Stanford, plus au sud celle de Berkeley, qui est très importante aussi. Toujours est-il que l'université de Stanford a été créée à la fin du 19e siècle, dans cette région, et que ça a été l'une des toutes premières universités à intégrer des filières technologiques dans son cursus de haute technologie. Et là vont se rencontrer des étudiants qui vont devenir célèbres. Par exemple, c'est là que Monsieur Hewlett rencontre Monsieur Packard alors qu'ils sont étudiants et ils créent leur entreprise. C'est là aussi que les deux fondateurs de Google vont se rencontrer et qu'est-ce qu'ils font naturellement une fois leurs études finies? Ils installent là leur entreprise. En fait, José vient de nous parler de ce qu'est un pôle d'innovation. Un pôle d'innovation, c'est donc un territoire sur lequel on va trouver une ou des universités qui travaillent avec des laboratoires de recherche, qui sont en relation avec des entreprises de haute technologie, le tout financé par des banques. C'est ça, un pôle d'innovation. On trouve aussi le mot technopole. Et ça, eh bien les amis, on va voir qu'il n'y en a pas que dans la Silicon Valley. En fait, ce territoire d'innovation, la Silicon Valley, elle n'est pas n'importe où non plus dans un État américain, elle est en Californie. Or, depuis sa fondation au 19e siècle, l'État de Californie a toujours voulu être le porte-étendard de l'innovation, de l'invention, de la recherche. La devise de l'État de Californie, Isabelle, c'est Eureka! J'ai trouvé. Alors effectivement, c'est vrai que ça a été copié à peu près partout. Tous les pays qui atteignent un certain niveau de développement ont leur Silicon Valley. On en trouve à peu près dans tous les pays européens, on en trouve dans des pays émergents comme l'Inde par exemple. Si on pense à la France, eh bien près de Nice, Sophia Antipolis, c'est un pôle d'innovation, ou dans la région de Grenoble, ou proche de Paris, le plateau de Saclay. Il y a un autre point commun en fait à tous ces lieux. Et oui, tous ces lieux sont aménagés dans des endroits où le cadre de vie est particulièrement agréable. Et oui, c'est vrai, la Côte d'Azur, quand on pense à Sophia Antipolis, ou par exemple Grenoble, ces magnifiques montagnes alpines qui entourent la région, et tout ça c'est parce que les gens qui travaillent là, ils ont des niveaux d'études très élevés, donc ils ont des salaires très élevés, et donc ils sont très exigeants sur leur cadre de vie. C'est vrai, ça se vérifie en Californie, ça se vérifie sur la Côte d'Azur, ça se vérifie dans l'exemple de Grenoble, ou même du plateau de Saclay, avec Paris tout à côté. Évidemment. Alors, moi j'ai une dernière question quand même, Isabelle. Est-ce que tu connais la capitale de la Silicon Valley, celle dont on a parlé aujourd'hui, la grande ville qui domine la Silicon Valley? Est-ce que tu connais son nom? Oui, je la connais, mais je vais pas le dire. Et toi, Alex, tu le connais? Allez, vas-y. Surtout, Alex, ne me dis pas, il va avoir une grosse tête comme ça. Exactement. Oui. C'est San José. La capitale de la Silicon Valley, c'est San José, c'est-à-dire San José. Ha! J'ai donné mon nom à la Silicon Valley. Oui. Et si c'était la Silicon Valley qui t'avait donné ton nom? Je l'avais jamais pensé. Ils
sont complètement fous, ils me font rire en même temps. Ils sont cinglés. On a appris plein de trucs. Vous êtes déjà allé dans la Silicon Valley, les profs, ou pas? Ouais. Ah, et toi qui y allais, Cyril? Ouais, j'ai pris un Google Bike. Ah oui, tu t'es promené en vélo. Moi aussi, je l'ai fait. Bon, c'est surtout des bureaux, hein, mais il y a des endroits très jolis dans la Californie tout autour. Mais enfin, si on va là-bas, il vaut mieux savoir parler américain. Voilà, alors on sait parler anglais à l'école, mais l'américain, c'est pas tout à fait pareil, notamment au niveau de l'accent. Et Erwan va tout nous expliquer. Hein, mais Erwan, je crois que pour nous expliquer les différences entre anglais et américain, tu vas nous parler du tube de l'été, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. On va parler de tube, mais c'est pas le tube de l'été, évidemment, c'est The Underground. Il y avait des billions de gens qui venaient nous voir. Oui. Voilà, exactement. Et que finalement, le nom de tube, c'est The Underground. Underground, évidemment, c'est sous le ground, hein, donc sous la terre. Et on voit que c'est assez particulier parce que, un peu contrairement au métro londonien, il y a vraiment les trains, ils ont vraiment très très peu d'espace. On le voit là dans le train qui n'arrête pas de venir et de partir. Et donc, ces formes de tubes, c'est ce qui a donné le nom, tout simplement, au métro londonien, de tube. Oui, donc voilà. C'est plus large. À Paris, c'est plus large. Voilà, exactement. Alors ici, longest escalator. Alors c'est intéressant, j'ai gardé ça parce que vous vous souvenez, on avait vu ce principe-là de mettre EST après un adjectif. Vous vous souvenez? Le plus grand. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Le plus long. Le plus grand, exactement. C'est le superlatif de supériorité. Donc c'est longest. Donc c'est à Angel, c'est la station qui s'appelle Angel, c'est dans le nord, et il fait 60 mètres. Donc là, ça commence à faire. Et puisqu'on a beaucoup, et on voit la photo là, à Londres, c'est des escalators qui permettent de remonter parce que c'est assez profond. Voilà. C'est assez profond le métro. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces escalators là. Et nos amis qui sont en fauteuil roulant, ils font comment? Et alors il y a parfois aussi des ascenseurs, mais pas systématiquement. Question trivia. Donc ici on voit sur ces photos là, est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Bah c'est terrible, on dirait qu'ils se sont mis pendant la guerre, ça va. Pendant la guerre, exactement. Donc il y a plusieurs stations qui ont été utilisées comme des abris lors du Blitz. Ça vous dit quelque chose le Blitz? Le bombardement. Sur Londres, c'était quoi? C'est ça, c'est ça. C'est quand les avions allemands sont allés bombarder Londres, donc en 1940. Donc là, ça a servi d'abri en fait, ouais, pour les habitants, pour les Londoniens. Je voulais vous montrer ça parce que je pense qu'on a tous ce souvenir de la voix qui nous dit ça dans le Mind the Gap. Mind the gap between the train and the platform. C'est ça, exactement. Ça, c'est des phrases qui sont iconiques en fait. Et on voit bien que même le code couleur, etc., c'est des choses qui sont iconiques. Hein. Le tube, c'est devenu quelque chose qui incarne vraiment la Grande-Bretagne et Londres en tout particulier. Une autre question trivia un petit peu. Dans Harry Potter, le directeur de l'école, Hogwarts, il a une cicatrice qui ressemble à une carte du métro de Londres sur son genou. Ah, c'est pas vrai, je l'ai pas vu. Donc Harry Potter et la pierre philosophale. Le directeur de Hogwarts, je veux dire le monsieur qui garde tout le temps, quoi. C'est celui-là, Dumbledore. Oui. Il a une carte sur le genou. On voit un moment, il y a une carte qui ressemble à un tube map. Super. Donc on va faire accent anglais contre accent États-Unis. Alors évidemment en anglais, il y a plein d'accents. Il y a l'accent indien, l'accent australien. On peut imaginer encore l'accent en Afrique du Sud. Et il y a même des accents beaucoup plus prononcé en France entre le nord et le sud, par exemple, le nord de l'Angleterre et le sud de l'Angleterre, mais aussi l'accent texan, l'accent dans le sud des États-Unis. Enfin, il y a beaucoup d'accents différents. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, parce que c'est les deux accents qui sont les plus répandus, c'est l'accent anglais, qu'on appelle un RP, c'est-à-dire un peu l'accent qu'on utilise tout le temps, celui de la reine, en fait, un peu, et l'accent US, l'accent américain. Donc, oui, ouais, merci, Leroy. Donc, il faut savoir que les Américains, ils prononcent tous les R dans les mots. Par contre, les Britanniques, eux, les R, ils ne les prononcent pas. On a exactement la même chose avec le T qui semble disparaître en anglais américain. Donc, en anglais britannique, on va avoir 20. Et quand on va être en anglais américain, on va faire disparaître le T, 20. 20, dentist. Interview, dentist. On voit que le T, tout simplement, il disparaît. Ok. Interview. Et on a ici ensuite, il y a quelques mots qui ont des prononciations différentes. Alors j'en ai choisi 3, il y en a plus. Ils sont marrants. Mais bon, alors laisse practice. Donc vas-y Nico, fais le mot letter en anglais et en américain.
Bah, il y aurait later et later, j'imagine. C'est ça, très bien. Letter. Ouais, exactement, Oh, c'est Nico, exactement ça. Super. Bravo. Cécile. Trop fort. Voilà. Alors là, on va dire new and new. C'est comme Barack Obama, on l'entendait bien quand il disait, c'est new. C'est comme si on New. faisait, ils disent par exemple YouTube et pas YouTube. Mm. Donc c'est new. Mais New c'est and assez, new. ouais, new. Exactement. C'est nous. Celui-là est facile. Alors, je vais faire moi, du coup, c'est Meeting et facile. meeting. Alors, vas-y. Très bien, super accent, Cyril. bravo. Merci. Super accent. Ouais, il était facile celui-là. On l'a eu tout à l'heure. Et turn. Oui. Et- Turn. Le turn R. et- Il y en a et un où il n'y a turn. pas de R, un où il y a un R. Ah, Turn, turn turn. and turn. Turn. Turn et turn. Turn and turn. Voilà. Ok. Très parfait. Right. Super. Ouais. Ah oui. Ensuite, les deux derniers. Alors, ben, short et. Short. 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 C'est vraiment le R qu'on va prononcer. Short. 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 Très bien. Et le dernier. Tomato ou Tomato. tomato. Très bien. Tomato, tomato. Tomato, tomato. C'est dur. Hein, Tomato, comme, tomato. Ouais, c'est très difficile. Hein. En revanche, les accents toniques ne changent pas. Enfin, sur les mots. Non, ça reste exactement les mêmes. C'est uniquement la prononciation de certaines lettres et parfois du son, quoi. Et voilà. C'est quand même pas facile. Hein. Alors, Nastasia est avec nous ce matin. Nastasia, bienvenue. Merci. Alors, t'es au fourneau hier soir, mais pas aujourd'hui. Hein. Exactement, oui, en prestation hier soir de chef privé, mais pas aujourd'hui ce dimanche. Voilà, alors je vais expliquer Pour un être petit peu avec qui toi tu es. Hein. et avec Tu as vous. travaillé dans certaines des plus grandes cuisines parisiennes, tu as travaillé au Bristol, chez Eric Fréchon, tu as fait aussi des choses avec le chef Yannick Aleno, qui est très connu, Monsieur Ducasse, Monsieur Piège, tu as fait Top Chef saison 11, ce qui a fait exploser ta carrière. Aujourd'hui, tu es chef donc à domicile. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais venir faire un festin pour tous les profs du goût du savoir ou pas? Avec grand plaisir. Eh ben, ce Ah, serait pas bien mal. sûr, Alors, vous faire à manger avec grand plaisir, j'adore ça. eh ben, exactement. Bah, Que oui. si je mange avec vous. Tu dis quoi? Si tu manges avec nous, c'est ça? Moi, je valide. Hein. Oui, On est valide d'accord. tous, on est tous d'accord, on a tous envie que tu nous fasses ça. Alors, Top Chef, c'est Tu pas lèves les facile maths. comme émission, on imagine tous que c'est très compliqué quand même. Je sais pas si vous regardez les garçons l'émission Top Chef, moi je la regarde Ouais. beaucoup avec mon pote Stéphane Rothenberg. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Pourquoi tu te dis, tiens, je vais me mettre en danger dans cette émission? Ce qui m'amène à faire ça, c'est que ça faisait longtemps qu'on me le proposait, c'était ma 4e année, et KM6 me le proposait, effectivement, là c'était l'année temps, j'étais chef d'un restaurant, et du coup, je voulais avoir un challenge supplémentaire, et du coup, j'ai accepté de participer à Top Chef, tout simplement. Voilà. Bon, et on le sait, hein, t'es à la saison 1, t'étais la dernière fille de cette saison. C'est ça qui m'a toujours étonné d'ailleurs. Je trouve que c'est très étonnant parce que souvent, tu sais, on a l'archétype, on imagine que la cuisine, c'est pour les femmes, quoi. Voilà. Et pourtant, quand on voit À la tous les maison. chefs, la plupart des grands chefs, c'est souvent, il y a plus de garçons que de femmes. Comment t'expliques? C'est très étonnant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on imagine. Hein. Je veux dire, je sais pas si Arwan fait la cuisine à la maison. Tu fais la cuisine à la maison, Arwan? Ouais, beaucoup. Ouais. Ah oui, toi tu fais beaucoup la cuisine. Nico et Cyril, vous faites la cuisine? Ouais, Oui. aussi, ouais, beaucoup. Ah bon, voilà. Moi, pas du tout, par exemple. Ah, voilà. Bon, en même temps, moi, il y a que 2 garçons à la maison. Mais donc, c'est vrai qu'on imagine souvent quand même que la cuisine, c'est un truc de femme, c'est un archétype comme ça. On a dans la tête. Mais quand tu regardes toutes ces émissions, quand tu vois tous les grands chefs, on cite beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Comment t'expliques ça? En société, c'est vrai que c'est la femme qui est en cuisine à la maison et qui élève les enfants. Ça, c'était ce qu'on nous a appris il y a 100 ans ou 50 ans. Après, dans le monde du travail, effectivement, c'est plus l'homme qui est en cuisine. C'est un travail qui reste quand même très dur physiquement, avec une amplitude horaire très élevée. Euh, c'est assez physique. Après, de plus en plus, il y a de femmes, notamment avec l'arrivée de la pâtisserie, qui a repris beaucoup de noblesse, donc il y a eu beaucoup de femmes en pâtisserie. Et maintenant, il y en a de plus en plus en cuisine. Il y en a presque, je dirais pas 50, mais pas loin, quoi. Bon, c'est bien. Donc, vous revenez
On revient, ça y est, c'est le retour de la En parité en force. cuisine. On va poser quelques questions pour toi, comme ça on va comprendre comment tu as voulu devenir chef. Déjà, c'était quoi ta matière préférée à l'école? Je crois que c'était les maths. Tout ce qui était un peu... Ça n'arrive jamais. C'est vrai. C'est très rare, très très Tout rare. ce qui était, ouais, les maths. Après, les maths, c'est Il faut c'est qu'on mange important en en- cuisine. Hein. On l'a déjà dit plein de fois. Pardon, les maths, on s'en sert beaucoup en cuisine, oui. Eh oui, oui, c'est important. Les pâtes. Et la matière que tu aimais le moins, ne dis pas l'anglais, sinon Erwan ne va pas être content. Non, je crois que c'était tout ce qui était technologie, SVT, tout ça. Ah bah c'est bon, Adrien, il arrive que plus tard. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un grand souvenir de ta scolarité? Pas forcément les livres de cuisine. Hein. Comment? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un grand souvenir à l'école? Un livre? Ah là là. Un livre? Non. Non. Pas à l'école. T'étais pas très grande lectrice. Et est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush Pas à une l'école? grande lectrice, mais lectrice quand même. Oui. Mais à c'est bien. l'école, dans mon souvenir, on ne nous donnait pas trop de livres à lire. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush? J'ai hyper honte. Tu te rappelles ou Mais je pas? me souviens du dernier. Tu quoi? Pas du premier, mais de mon dernier, oui. Ah bah heureusement. T'imagines? À quel âge t'as su que t'allais devenir cuistot? Parce que c'est devenir chef. Comment ça vient cette vocation? Hyper C'est toute tard. petite? Non, c'était pas toute petite. Après, mon frère est cuisinier. Moi, c'est plus ma mère qui me disait, faut pas faire ça, c'est un métier d'homme, c'est pas pour les filles. Et en fait, plus elle m'a dit ça, plus j'avais envie de le faire. Un petit esprit de contradiction pour lui montrer qu'on pouvait le faire. Une femme peut investir en cuisine, Ouais, parfois il faut se rebeller tout contre ce que simplement. pensent les parents, mais c'est pas toujours facile. Parce que quand ta maman te déconseille, c'est dur d'aller contre la vie de ta maman quand même. Ouais. Et c'était à peu près à mes 18 ans. Ah, c'est seulement à tes 18 ans, tu t'es dit tiens, je vais faire ça. Ouais, Ah oui, donc c'est venu très tard. Et donc ta maman, tu disais qu'elle tard. n'était pas du tout d'accord? Pas du tout. Je crois qu'elle l'est toujours pas d'ailleurs. Bah, attends, maintenant tu lui fais des plats à la maison, j'imagine quand même, non? Tu lui fais la cuisine et tout, vous êtes fâchés un peu? Non, non, mais pour ma mère, ça reste un métier qui est très dur pour les femmes. On passe pas assez de temps avec les enfants, tout ça, tout ça. Ah oui, bah, de toute façon, c'est vrai que cuistot, chef, objectivement, pour les enfants qui nous regardent et qui ont envie de faire ça, c'est pas un métier facile parce que vous travaillez beaucoup sur une journée, quoi. Il y a le service du midi, le service du Oui. soir, c'est un boulot de fou quand même. Oui, puis il y a des week-ends, des vacances, scolaires, tout ça. Après, je pense qu'il faut faire des métiers de passion et pas faire des métiers pour faire un métier qui nous plaît qu'à moitié. Oui, bah, t'as raison. On va quand même travailler tous les jours de toute sa Oui, vie, donc autant faire un métier qui nous plaît. exactement. Si tu devais nous apprendre une astuce en cuisine, ce serait laquelle? Je vais voir qu'il faut que je prenne un chargeur, j'ai plus de batterie. Si tu devais nous apprendre une astuce en cuisine, ce serait quoi l'astuce ultime de Nastasia pour la cuisine? Une astuce, il y en a plein. Il y en a plein. Le gras, c'est la vie, mettre du beurre partout, dans tout. C'est la meilleure astuce. C'est pour Du ça beurre qu'il est en de Grèce. au cristaux de sel. Ah, peut-être vous les garçons, vous avez une astuce à donner à Anastasia, peut-être, si vous êtes fort en cuisine? Moi, je suis d'accord. Au Christostel de Noirmoutier. Ah oui, 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 c'est obligatoire. Ah, le beurre de Puis on Michel, c'est n'hésite le pas vrai. à du pain à manger en même temps. Oui. Ok, les amis. Bon, bah, et Nastasia, on va finir. La plus grosse bêtise que tu as faite à l'école, c'est quoi? À l'école, ben, je pense que la plus grande bêtise, c'est de sécher les cours quand on rentre au lycée, Ah oui, qu'on ça, est c'est une très très grosse bêtise, sécher les cours. Faut influençable. surtout pas faire ça. Ouais. Très mal. C'est
très mal, oui, c'est une très très mauvaise idée. Les enfants, n'écoutez pas ça, hein. Ne faites jamais ça, les enfants. Évidemment, bien sûr. Non, non, en plus, on prend un retard sans nom sur les cours, les devoirs et tout, et c'est après un cercle vicieux qui est complètement néfaste. Et voilà, et qu'il ne faut bien sûr absolument pas faire. Non. Tu te rappelles toujours pas du prénom du premier crush à l'école? Parce que c'est quand même important, on doit le dire. Le premier crush? Mais Et on pas s'en du rappelle tout. tous d'ailleurs. Je pourrais poser la question au prof, hein, je n'ai jamais posé la question. Erwan, c'était quoi ton premier crush à l'école? Bah, J'hésite, mais Fanny ou Marie? Ah, Fanny ou Marie. Nicolas? Moi, c'était une Mariotti. Ah, c'était une Marie aussi, c'est bon les Marie. mais Et tout toi, le monde se Cyril? souvient? Oh là Moi, là. c'était Émilie. Ah, moi c'était Gwenaël. On va t'en rappeler du prénom. Évidemment que je m'en rappelle, hein. C'est une bretonne évidemment, hein. Si elle nous regarde, Gwenaël, salut, ça fait longtemps. Là, moi ça remonte, hein. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Je pense que je suis le plus vieux de tous, donc ça fait très longtemps. Euh, mais bon, voilà. Bon. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué quand tu étais petite aussi? Un film? Oui. Euh, Alors, chez nous, on n'avait pas la télé et on l'a toujours pas d'ailleurs. Mais un film qui m'a marqué, mais qui n'est pas très. C'est le cinquième élément. Merci Nastasia d'être avec nous. En tout cas, tu vas continuer un petit peu. Tu vas voir, on va faire avec toi un cours de français absolument formidable si Nicolas nous appelle. Nastasia, pour te faire plaisir, regarde, je vais te montrer quelques photos de toi quand même qui est en cuisine. Tu as vu qu'il y a des gens qui trouvent que tu ressembles à la dame Oh, Dieu. la dame qu'il y a dans mince, comment ça s'appelle dans Ratatouille, t'as vu? Dans Ratatouille. Oui, tu es d'accord avec ça? Ouais, Trouve que ouais, tu lui ça a ressembles ou été pas la du grosse tout? polémique. Ah, ça fait une Mais polémique un carrément peu, cette du histoire? coup. Sur les photos, j'ai le carré. Bah oui, c'est ça. Mais ça fait une polémique. Pourquoi une polémique? Ah bah parce que tout le monde enfin, mettait ça sur les réseaux. Et moi, j'avais même pas. On me l'avait jamais dit en fait. Donc, j'étais pas préparée à ça. Bon, c'est Mais rigolo, c'est maintenant, rien, c'est sympa Ratatouille, c'est un je très très bon ne film. ressemble plus du tout. C'est un très bon film. On va te Oui, présenter donc aussi c'est notre hyper chef à nous, bienveillant. Anis, qui va arriver tout à l'heure. Erwan, on va te remercier. Merci d'avoir été avec nous. Profite de la fête des papas avec la famille, hein. Amuse-toi bien, moi, Erwan. Merci. Ah, on va Au recevoir à revoir. la place Nicolas qui est de retour. Voilà, toutes les caméras sont Yeah. un petit peu. Vincent Cassel est avec nous. Bonjour Vincent. Mais avant de parler d'un autre, d'un Vincent Cassel qui est héros de cinéma, je vais vous parler d'un autre héros de cinéma Bonjour. qui s'appelle Indiana Jones. Vous allez voir, c'est l'heure du concours Hasbro. On est parti. Alors, chaque semaine, on vous offre des super cadeaux maintenant grâce à nos amis d'Aspro France, hein. Est-ce que vous savez ce qui sort au cinéma le 28 juin, les amis? Vous avez une idée ou pas? Indiana Jones. Oh là là. Exactement, Indiana Jones, c'est le cadran de la Ah destinée, bah oui, voilà. le 5e épisode de la saga Indiana Jones. Alors, je peux vous dire que j'ai hâte, hein, Nastasia, les profs. Est-ce que tout le monde aime Indiana Jones ici? Oui, Oui. forcément. Évidemment, évidemment. Cette semaine, on offre 2 figurines Indiana Jones. Les voici, les voilous. Il y a Indiana Jones lui-même, hein, en mode aventure de l'âge perdu, et puis Mario Ravenwood, qui était dans le premier film. Alors pour les gagner, rien de plus simple. On a Fred qui est très très vigilant, qui surveille le chat, hein, même si ça saute beaucoup aujourd'hui. Je vais poser une question très simple. Pour gagner Indiana Jones, il suffit de me dire l'année de sortie du premier film Indiana Jones, hein. Quand est-ce qu'il est réalisé? Et pour gagner, oh là là, elle est super jolie la figurine, je vous la montre. Je vais faire un peu de carrelage. Ah, c'est incroyable, ils vont dire. Ah, il est hyper ressemblant, c'est un truc de ouf. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, il ressemble beaucoup. Je sais pas si on peut articuler. Oh là là. Le fouet surtout. Et tout s'articule, en fait, les bras, les machins, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, c'est un vrai petit jouet. Très... Ah, on peut même lui bouger les pattes et tout, dis donc. Même les genoux et tout. Il est chouette. Et il a son fouet et son lasso. Voilà, c'est un très mignon. Donc pour le gagner, il faut me dire l'année de sortie du premier film. Et puis pour gagner le garder. Marion, que voici que voilà, Marion Ravenwood, il faut me dire qui a réalisé ce 5e film. Parce que figurez-vous que ça n'est pas Steven Spielberg. Pour une fois, il avait d'autres projets, le petit Steven. Donc il ne pouvait pas être là. Voilà, mais c'est pas lui qui a réalisé ce 5e film, c'est quelqu'un d'autre. Et donc voilà, donc découvrez ces super figurines. Le film évidemment va être génial. C'est des figurines un peu collector, hein, parce qu'on retrouve l'esprit des années 80. J'ai pas dit exactement l'année du premier film. Mais sachez que le premier est sorti dans les années 80. Vous savez qu'il y a eu plusieurs, hein. Il y a Les Aventurages perdus, Le Temple maudit, La dernière croisade. Bon, après le 4e, tout le monde a essayé de l'oublier. Voilà, on essaie de l'oublier.
ce qui n'était pas terrible. Et le 5e, il a l'air très bien. Et au début du film, vous allez voir, il est rajeuni. C'est-à-dire qu'il ressemble à Indiana Jones des années 80. Je n'ai pas précisé l'année. Hein. Donc, quelle est l'année de sortie du premier Indiana Jones, Les Aventures de l'Âge perdu? Qui a réalisé le 5e film? Allez-y pour gagner ces beaux cadeaux. Et puis, on offre aussi un super... Là, c'est énorme. Hein. Je suis venu avec en Grèce exprès pour vous le montrer. Poum, poum. C'est un gros jeu Donjons et Dragons. Ça s'appelle The Yawning Portal. Je le dis moins bien, évidemment, que notre ami Arwan qui n'est plus avec nous. C'est un jeu stratégie pour les aventuriers affamés et les festins fantastiques. En fait, on est dans une auberge incroyable. Il faut s'occuper un petit peu de tous nos amis de Donjons et Dragons. Il y a des animaux, il y a des magiciens, il y a tout ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, donc pour gagner ça, c'est très facile. Il suffit de me dire comment s'appelle le film sorti il y a quelques semaines. Il s'appelait Donjons et Dragons, quelque chose des voleurs. Voilà, j'en dis pas plus. Quelque chose des voleurs, il faut me trouver le nom du quelque chose et vous pourrez gagner ce magnifique cadeau que je vous enverrai. Là aussi, on parle d'un truc vieux, hein, parce que est-ce que vous savez quand est-ce que c'est né Donjons et Dragons, les amis? Quelqu'un sait? Oh là là. Les années 70, 1974 pour être précis. C'est-à-dire bien après Harrison Ford, parce que Harrison Ford, vous savez quel âge il est Harrison Ford? Ça aurait pu être la question. Hein. 84 81 ans et il fait le mariole avec son chapeau et son lasso. C'est ça. Il a 4 cascadeurs autour de lui, je pense. Ouais, peut-être, mais quand même, hein, il est toujours là, quoi. Il est c'est vrai. Là. T'aimes bien Indiana Jones, Anastasia, ou pas? Je regarde pas plus que ça. Ah, tu connais pas? Bah, faut que tu y ailles parce que alors, je peux te dire, en termes de cuisine, c'est assez original. Hein. Je peux te dire que c'est très bizarre ce qu'ils font. Dans le 2e Indiana Jones, le Temple Maudit, ils mangeaient carrément de la cervelle de singe. Donc ça, c'est quand même... évidemment, je crois que c'est interdit aujourd'hui. Hein, mais Nico, je vois que tu en as des souvenirs émus de ce film. Alors, ce matin, Nastasia va peut-être apprendre plein de trucs avec nous. Tu vas nous parler de figures. Alors, pas des figures de patinage, hein, mais des figures de style. Et je peux vous dire qu'on se prépare un cours de toute beauté, les amis. Hein. C'est ça, Nicolas? Mais oui, mais alors, les figures de style, c'est vrai que quand on parle de figures de style, on peut visualiser beaucoup de choses et se tromper selon les images qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, moi, si vous m'aviez dit figure de style avant que je sache ce que c'est, je vous aurais dit c'est du patinage artistique. Bon. Oui. Est-ce que c'est du patinage artistique? Avec les mots. Avec les mots, exactement, c'est ça. Donc en fait, une figure de style en français, c'est un procédé qu'on retrouve à l'oral et à l'écrit et qui donne un effet de sens particulier à un auditeur ou à un lecteur, puisqu'il peut s'agir d'un discours que l'on entend ou d'un discours qu'on peut lire, un texte, et ça peut être n'importe quel texte. Attention, quand je parle du discours, c'est pas forcément quelque chose de solennel, de sérieux. Dans une cour de récréation, je pense que les élèves utilisent au moment de la récréation environ 100 figures de style, mais ils s'en rendent pas compte. On va en parler tout à l'heure. C'est assez intéressant, notamment l'hyperbole. Bon. La figure de style, en fait, elle s'écarte des sentiers battus et elle va marquer les esprits. Et c'est ce qu'on appelle justement des outils pour l'art du discours. Alors, il en existe, il y a beaucoup de catégories, il y en a un très grand nombre. Et nous-mêmes, au quotidien, on en emploie sans arrêt, sans savoir que ce sont des figures de style. Alors, on peut les catégoriser, ces figures de style. Il y en a différents types, ce qu'on appelle des figures d'insistance, de substitution, c'est-à-dire de remplacement, des figures d'analogie, ça c'est des figures de ressemblance, des figures de sonorité, ça c'est souvent en poésie notamment, de temporalité aussi, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit un peu contradictoire et un peu rebelle, c'est les figures d'opposition. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la devise de notre invité aujourd'hui qui nous explique que le gras, c'est la vie. Et là, c'est vraiment une opposition au diktat, comme ça, un peu de récession, de tristesse. Et oui, c'est vrai, le gras, c'est la vie et c'est beaucoup plus qu'une métaphore. Donc, merci beaucoup. Alors, on attaque maintenant. Donc, la figure d'opposition. Une figure d'opposition, c'est une figure qui réunit dans un même texte, et parfois une même phrase, et parfois un même groupe nominal, parce qu'ils peuvent être collés l'un à l'autre, des éléments qui sont contraires ou insolites. Et c'est cette incompatibilité qui a pour effet de créer une surprise, un questionnement, ou parfois le rire. Vous allez voir que c'est aussi l'occasion pour nous de faire une petite balade culturelle à travers des citations de poètes et d'écrivains français ou étrangers
absolument sublime. Alors on va commencer voilà, par l'antithèse, la toute première qui est assez connue. Donc l'antithèse, c'est la plus évidente, hein, c'est la réunion de pensées ou de mots qui s'opposent dans le même énoncé. Alors un extrait d'un grand film de Marcel Carné, écrit par Jacques Prévert, qui s'appelle Les Enfants du Paradis. Et à un moment donné, on entend Arletty, vous devez connaître, c'est la fameuse atmosphère de l'Hôtel du Nord. Atmosphère, atmosphère. Et elle dit à un moment donné, Paris est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour. Voilà, on parlait des Tu le accents fais tout à très l'heure bien avec par contre, hein. Erwan. Franchement, c'est culte, hein. Je vais pouvoir le. C'est- Attends, tu vas la refaire en gros plan parce que je vais la garder celle-là. Vas-y, refais-le en gros plan, vas-y. Et Paris est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour. Oui, alors tu t'es croûté, donc refais-la normalement. Enfin, Paris est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour. Voilà, bah là c'est parfait, je pourrais Et dans ressortir la cette boîte. séquence dans la prochaine bande-annonce de la rentrée. Je, je vais la Alors, mettre, on peut je faire vais la plein mettre d'artistes avec cette phrase. Hein. avec Ouais. plaisir. Et alors, où est l'antithèse ici? Ben, c'est tout simplement les termes petit et grand. Et ça crée un effet de sens, c'est pour marquer les esprits. Alors, vous savez, dans le domaine de la publicité, on a beaucoup ce principe-là, c'est assez fréquent. Alors, on grimpe un tout petit peu en gamme en matière de langue et de classicisme avec cet extrait d'une pièce de théâtre de Racine qui s'appelle Phèdre. Et nous avons l'héroïne qui indique à un moment donné, qui prononce cette phrase vraiment très belle, très ciselée. Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. C'est beau, c'est très Alors beau. là, c'est beau et c'est extrêmement prenant aux tripes et au cœur. Alors là, pareil, vous avez présente et absente, et ces deux éléments sont bien une antithèse. L'oxymore ensuite. Alors ça, c'est une sorte d'antithèse ludique, mais on la trouve de manière plus resserrée, plus étroite, on va le dire carrément fusionnelle, car elle soude littéralement deux termes opposés dans une même expression. Alors ça, c'est vraiment très fréquent en poésie notamment, et un des grands adeptes, c'est l'immense Victor Hugo. Et voici cette phrase tirée d'un recueil qui s'appelle Les Contemplations. Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. C'était aussi une chanson de Barbara, je crois, un soleil noir. Et donc, on a bien cette réunion de deux termes qui sont inverses, puisqu'on a l'astre de la luminosité et puis l'adjectif de l'obscurité totale, qui sont réunis dans une même expression. Alors, autre possibilité aussi, c'est un extrait de Candide de Voltaire, et le narrateur dit « Candide tenta de se cacher pendant cette boucherie héroïque ». Alors il s'agit d'un épisode où le héros, qui est assez naïf, se retrouve au milieu d'un conflit, et ce conflit va le marquer profondément. Et la boucherie héroïque, c'est une métaphore de la guerre, mais c'est aussi un oxymore, parce que une boucherie ne peut pas être héroïque, quelque chose de sauvage ne peut pas être glorieux. C'est surtout le paradoxe de la guerre d'ailleurs, hein. Quand on tue un homme à la guerre, on est un héros, et en temps de paix, on est un criminel. Donc là, cette figure de style est assez intéressante, et c'est un véritable oxymore. Et le dernier, plus classique, alors là, on les aime tous parce qu'ils nous font frissonner, mais ils ne sont que le fruit de l'imagination, c'est un mort vivant. Là, vous avez un oxymore pur, on ne peut pas être mort et vivant à la fois. On est d'accord? Bah, ça On est dépend, si tu d'accord. regardes Walking Dead, c'est comme ça, hein. Oui. Ils sont Tout tous, à ils fait, sont tous on comme massacre ça, à la hein. tronçonneuse. Ouais, complètement. Alors, plus d'acrobatique maintenant, attention, on va un petit peu monter en difficulté. Alors, on ne rigole pas, c'est le chiasme. On dit bien chiasme, d'accord? Même si c'est écrit C-H-I-A, voilà, c'est ça. Tout le monde est fatigué, Donc, le chiasme. Donc, c'est une construction, en fait, inversée de deux groupes de mots, donc 2 fois 2, 4, qui ont une composition identique ou opposée. Alors, on utilise souvent un sigle qui est ABBA pour montrer le principe du croisement. Et en fait, c'est identifiable dans une phrase grâce à une figure en croix. Alors, je les ai exprès écrits sur 2 lignes. Un exemple de l'immense Pierre de Ronsard, qui est un poète du XVIe siècle, et qui écrit ce vers sublime dans un poème qui s'appelle Contre les bûcherons de la forêt de Gastine, ça s'invente pas, gourmand de tout insatiable. Et on retrouve bien ce principe en croix avec de tout, les deux termes identiques, et puis gourmand et insatiable. Donc là, on a une opposition dans la construction, mais on a des termes qui sont identiques, hein, cela dit. Gourmand et insatiable, c'est le même principe. Et puis, ce principe d'opposition qui plaît tant à Hugo, là c'est dans La légende des siècles, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Ça, c'est quand même très beau aussi, C'est très mais c'est beau le ça. principe Ah, des pour le coup, ça, je contraires. trouve ça très joli. Ouais.
C'est très joli, et c'est très joli parce qu'on a vraiment deux oppositions qui s'opposent, hein. On a la neige et le sable, ça pourrait être un titre de livre d'ailleurs, et puis on a le nord et le sud. Donc là, on a vraiment un couple d'oppositions pures. Et alors, le dernier, moi que j'aime infiniment parce que j'adore les jeux de mots comme toi, Alex, c'est le zeugma. C'est le rapprochement d'un mot concret et d'un mot abstrait. Alors, c'est complètement humoristique. Alors, le zeugma, on dirait un nom d'antibiotique ou de Ah oui, j'ai bestiole jamais entendu ce préhistorique. mot, la zeugma. Vous avez déjà entendu? Quelqu'un connaissait ce mot? Vous avez déjà entendu ça, Non. zeugma? Non. Est-ce que tu as Jamais. pris ton zeugma Ça 500 ce existe? matin? Non, non. Au Scrabble, c'est pas mal, hein? Et donc, Un on, Z. on Au Scrabble, rapproche, c'est pas mal. et on rapproche un mot concret et un mot abstrait. Et le décalage provoque souvent le rire ou le sourire parce que c'est une forme d'absurde. Et on a un élément au sens propre et au sens figuré. Par exemple, ce café est trop d'essence. Ou bien elle a pris une gifle et la porte. Ou bien ils le poursuivirent avec des fourchettes et de l'espoir. Ça, c'est tiré du Snark de Lewis Carroll, le papa d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous remarquez que c'est souvent lié à des rapprochements assez insolites. Et ce qui est drôle quand on explique ça aux élèves, c'est que il y a ceux qui ont du mal avec l'absurde et qui ont besoin d'une forme de rationalité et ça les fait pas trop rire. Et puis il y en a d'autres qui sont au 4e degré, qui rient comme des baleines tout de suite. Et voilà, bon, moi ça m'amuse beaucoup personnellement. Et je ris comme une baleine. Voilà, puisque le gras c'est la vie, je ris comme une baleine. Alors maintenant on passe à la petite interrogation. C'est parti, on y va. Attention, Ouh là là. attention, attention. Ah, ça va être dur. Un extrait de François Mauriac, Le baiser aux lépreux. Et voici qu'ayant vécu comme un mort, il mourait comme s'il renaissait. Alors là, c'est ton truc de Alors, figure en croix, non? C'est C'est le pas truc ça? en croix, là. Ouais. Ouais. Le truc en croix, tout à fait. Des mots croisés, donc c'est ça? C'est pas tout à fait ce que je crois. Non. C'est pas Et ça s'appelle, l'oxymore, c'est avant le zeugma. Après l'oxymore et avant le zeugma. C'est ça. ça c'est la mémoire visuelle géographique, ouais. C'est le chiasme, tout à fait. Ah, le chiasme, voilà. Le chiasme. Voilà, c'est un Ouais, il chiasme. faut se souvenir. Le deuxième, je vais m'armer de patience et d'un couteau aiguisé. Le Ah bah, c'est dernier. Ça, c'est le... le zeugma. le dogma, ouais, le dernier. Très bien, l'antibiotique. Ouais, parfait, le zeugma, complètement. Et le dernier, enfin, il y en a 6 en tout, mais là, pour le premier panneau. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Ça, c'est tiré Bah, du c'est Malais beau jeune imaginaire. vieillard, Ouais. ça marche pas. C'est l'opposition. Exactement. Oxymore. C'est Beau jeune c'est vieillard. l'oxymore, ça. Alors, c'est jeune vieillard surtout. Et c'est l'oxymore, exactement. Formidable. Oh, des élèves modèles. Alors, on vérifie ensemble. On regarde si tout est juste sur le panneau suivant. Attention. Chiasme, zeugma, oxymore. Extraordinaire. On est au top. Allez, encore On est 3. au top. Anastasia peut se lancer dans la course, hein. Si tu en as envie, il n'y a aucun problème. Ah, j'aime bien. C'est des élèves très observateurs, mais qui n'osent pas, qui restent discrets et qui observent de loin comme ça. C'est super. Non, non. Voilà. Ah non, non. Alors, très bien. Alors, la prochaine phrase, on y va. Attention. Ouais. Voilà, cette petite grande âme venait de s'envoler. Bah, c'est la même chose, un peu petite et grande, non? Oxymore. Bravo, Nastasia. Bravo. Oh là là, bravo. Les applaudissements. On n'a pas les applaudissements, non, comme ça. Ici, je les ai, regarde, je peux les mettre. Vas-y, vas-y. Enfin, je pense. Voilà. Ah. Décidément, top chef. Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile. Oh là là. Ça, Oh, bah, c'est c'est le chiasme. C'est le chiasme. Alors, petit mot quand même, parce que les grands philosophes ont écrit pour eux-mêmes et pour des lecteurs, si je puis dire, mais ils s'écrivaient parfois entre eux aussi. Et Sénèque, c'est un philosophe contemporain de Jésus-Christ, et ce type de pensée est absolument, c'est à la fois très facile, mais en même temps, c'est d'une très grande puissance, hein. Cette phrase est absolument incroyable, hein. C'est vrai. C'est une ode à l'audace, au courage. Voilà. Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile. C'est un peu comme C'est moi une ce belle matin. leçon de Ce n'est point courage. parce qu'il est difficile de se connecter à Internet que je n'ose pas. Tout à fait. C'est D'ailleurs, difficile je de se trouve que connecter à Internet. Je sais pas Je trouve comment. qu'il n'y a pas eu assez de sanctions parce que tout le monde quittait la salle, revenait dans la salle, etc. C'était un vrai moment, finalement. Oui, c'était. C'est pas grave. Et enfin, Et on dernier termine exemple. avec le grand, voilà, le grand Jules Romains, tiré d'un ouvrage qui s'appelle Les copains. Je me tais pour que vous parliez. C'est exactement ce que je vais faire. Alors là, Ah, alors là. là on... Je me tais Bah, tais t'aurais pour que parlé, vous. mais c'est. Bah, Oxymore. parier, c'est l'opposé. C'est un donc dernier. oxymore encore. Oxymore. Ouais, hein. Alors, J'aurais dit oxymore, ce aussi. serait dans la même expression. Par exemple, mort-vivant, soleil noir. Là, les termes sont opposés, mais ils sont assez éloignés dans la phrase. C'est l'antithèse.
Voilà. C'est en tuto. On est dans l'antithèse, qui est le principe minimal de l'opposition. On aura tout compris. Merci Ça va, je ne me beaucoup, suis pas trop Tito. opposé à vous, c'est bon? Merci Nico, parce que grâce à toi, on a appris plein de trucs ce matin. Là, on est beaucoup plus intelligents, tous autant qu'on est. On a appris des nouveaux mots pour le Scrabble. Des nouvelles prononciations, chiasme et non pas chiasme, zeugma. Et tout ça, on est au top. Oxymore, antithèse. On porte haut les couleurs de la France, notre si beau et si grand pays. D'ailleurs, si beau et si grand, pas toujours. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Et oui, les amis, voilà, je vais vous parler de ce formidable concours qu'on fait maintenant pour gagner 4 places pour cet endroit génial. Ça s'appelle France Miniature. C'est à quelques minutes de Paris, c'est à 40 minutes de Paris. Chaque semaine maintenant, on va vous offrir 4 entrées pour y aller. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous avez vu, ils sont devant des monuments là, tous qui sont en petite taille. Il y en a plein. Si vous regardez tout ça, vous avez vu, c'est des monuments qu'on connaît tous, mais qui sont à l'échelle 1/30e. C'est-à-dire qu'ils sont donc évidemment beaucoup plus petits. Tu es déjà allé à France Miniature, Anastasia, ou pas? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste à côté de Paris. Franchement, c'est chouette. Je crois que Cyril s'y allait, c'est ça? Oui. Cyril, il a tout fait. Il a fait la Silicon Valley, il a fait France Miniature, il a tout fait. Il est au top. Il connaît tout. Alors évidemment, la France, c'est immense. Alors, on n'a pas forcément le temps d'en faire tout le tour. C'est pour ça que c'est pas mal d'aller là-bas. C'est un moyen de faire un super tour de France. Vous allez à France Miniature. Il y a au total plus de 100 reproductions de monuments français qui sont donc à l'échelle 1/30e. D'ailleurs, on va faire un cours sur les échelles en maths. Peut-être les garçons, ce serait une bonne chose ça, pour l'année prochaine. On se fera peut-être ça, comme ça on comprend de là-bas. Ça. Comment ça marche? Les échelles, c'est pas toujours facile, et c'est pas pour grimper. Vous comprenez. En tout cas, ça veut dire que 1/30e, ça veut dire que tout ce qui y est 30 fois plus petit. C'est ça, je ne me trompe pas les enfants. C'est ça. Tout à fait. C'est pas de bêtises. Voilà. Donc, la question du jour, elle est très simple. Oui, papa. Pour gagner 4 places pour le parc, vous allez devoir me dire, grosso modo, quelle est la hauteur de la tour Eiffel du parc. Alors, sachant que la vraie tour Eiffel, on connaît à peu près sa taille tous. Si on la fait à 1/30e, quelle est la taille de la tour Eiffel du parc? Voilà, c'est pas très compliqué. On peut trouver assez vite. Même Nicolas devrait y arriver, je le vois. Anastasia, toi, t'es fortant. Donc, tu connais la hauteur de la tour Eiffel ou pas, Anastasia? Pas du tout. Pas du tout. C'est assez grand. On va dire que c'est un tiers de kilomètre à peu près. Voilà, pour résumer, c'est en gros un tiers de kilomètre. Donc si on fait ça à l'échelle 1/30e, voilà, je vous demande vraiment grosso modo. On va faire un chiffre rond, c'est facile à trouver, je pense que vous devriez arriver. Il y a aussi plein d'attractions si vous êtes là-bas, il y a des jeux de Fort Boyard, des jeux de Koh-Lanta. En tout cas, c'est vachement chouette. Allez-y pour gagner les places, c'est facile, je vous rappelle, grosso modo, la taille de la hauteur de la tour Eiffel dans le parc, à 1/30e de la vraie taille. C'est un chiffre qui termine par un 0, c'est pas très compliqué. Faut faire un peu de maths, et d'ailleurs ça tombe bien, c'est le moment, comme tu aimes bien les maths, Nastasia, je vais le garder avec nous pour le cours de maths, d'accord? Et puis après tu seras remplacé par Adrien. Allez. Ok, allez, on est parti pour les maths, attention, c'est parti. Alors, c'est le jour de la fête des pères, je crois que vous avez fait un cours dédié à ça les enfants, puisque vous allez nous apprendre à faire des messages codés à nos papas par exemple. Là vous allez me dire, les messages codés c'est plus du français que des maths, ça devrait être plutôt un cours de Nicolas. Mais pas vraiment en fait les garçons. Non, aujourd'hui on va en effet passer en mode secret. On va filtrer les informations, on va se protéger en masquant donc ces conversations avec donc ce que l'on appelle la cryptographie. Alors, je vais commencer par piquer la place de José et Isa et je vais faire un petit peu d'histoire. Donc la cryptographie, ça signifie en grec la science du secret. Et il s'appelle tout simplement, il trouve son origine, donc cette science du secret, elle trouve son origine, une partie de ses origines, parce que c'est pas vraiment les premiers, mais c'est les plus connus, lors de donc la Rome antique, avec un système de chiffrement donc qui est le code César. Et il s'appelle tout simplement ainsi parce que les corps armés de l'empereur Jules César l'utilisaient pour transmettre des messages. Et même si le messager gaulois était pris par l'ennemi, voici par exemple le genre de message qu'il pouvait y lire. TMAQ, on a presque le tequila dedans, ça ne veut absolument rien dire. Donc ce premier système de cryptage, il consiste à décaler les lettres de l'alphabet d'un certain nombre de rangs. C'est-à-dire, vous regardez l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H,
Sauf que on va transformer toutes les lettres en gardant l'ordre de l'alphabet. Je m'explique. Historiquement, ce décalage, il était connu pour être de 3. C'est-à-dire qu'on transformait tous les A en D et donc tous les B en E. Donc on garde vraiment l'enchaînement des lettres de l'alphabet, simplement au lieu d'écrire A, B, C, D, voilà, on se décale de 3 rangs. Et on va pouvoir utiliser une roue comme celle-ci qui va permettre d'effectuer justement plus rapidement tous ces décalages. Alors, finalement, ce scriptage, il s'avère assez simple et comme il y a 20 dans l'alphabet, eh bien, il suffit simplement de tester les 26 décalages. Est-ce que le A reste A? Est-ce que le A devient B? Est-ce que le A devient C? Donc finalement, c'est assez simple. Alors nous, dans notre exemple, il était de 8. Il suffisait alors simplement de changer le T en L, le M en E, etc. Ce qui donnait donc le message codé, une fois décodé. Donc les Gaulois ne doivent pas découvrir le goût du savoir, ou bien ce sera notre perte. Ah oui, c'était compliqué à trouver. Incroyable. Facile, facile. Il n'était pas trop compliqué celui-là. Croyez-moi, il y a pire. Et justement, alors aujourd'hui, le chiffrement de César, il a laissé sa place, heureusement, à des systèmes beaucoup plus complexes. On va en voir un deuxième avec Nicolas, et vous en verrez un beaucoup plus compliqué sur la fin, juste après. Oui, on va voir ensemble que voilà, le chiffrement de César, il a l'avantage de pouvoir être quand même décodé, ou l'inconvénient de pouvoir être décodé assez facilement, parce qu'on n'a que 26 tests à faire. Donc nous, on va vous proposer un autre codage. Donc voilà encore une phrase à décoder, ouais, qui est un peu plus dur. Et là, si on tente du César, ça marche pas. En fait, l'idée, c'est plutôt de changer les lettres, mais au hasard. C'est-à-dire de se dire, par exemple, le A, il va devenir U, le B, il va devenir W, sans respecter une logique de l'ordre alphabétique. Et là, pour le coup, au lieu d'avoir 26 possibilités test, on a plutôt des milliards, voire des milliards de possibilités. Ce qui fait que, je dirais, un être humain raisonnable ne peut pas y arriver tout seul. Et là, pour le coup, on va avoir besoin des mathématiques pour essayer de trouver le code, la solution pour essayer de décoder, quoi. Si j'ai envie quand même de le décoder, il va falloir que j'utilise les maths. Alors pourquoi je vais utiliser les maths? Eh ben en fait, je vais m'appuyer sur la fréquence d'apparition des lettres dans notre alphabet. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait des textes plutôt longs, alors sauf certains, je sens que Nicolas va me parler de la disparition qui marche pas, que la fréquence des lettres dans un texte, en fait, c'était un peu toujours la même. La lettre qui revient le plus souvent, c'est le E, et puis ainsi de suite. Et donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver cette fréquence de lettres et de la comparer à notre texte. Donc là, c'est la fréquence des lettres qui est prise sur une base, par exemple, je sais pas, l'ensemble, un grand roman, tout comme ça, la fréquence des lettres d'apparition en français. Et puis là, on a la fréquence des lettres d'apparition de notre texte secret. Et on va essayer de les superposer, de les analyser, de les comparer l'un avec l'autre. Donc on va les mettre l'un sur l'autre, ça nous donne ça. Et en fait, on va regarder les pics. Les pics, ça va être les lettres qui correspondent. Par exemple, le premier pic, si on voit que le T de notre texte est ce qui apparaît le plus, il va correspondre au E. Il y a beaucoup de chances, mathématiquement, que ça soit les mêmes. Oh là là, donc on va commencer attends, comme c'est ça. génial, mais c'est compliqué, dis donc. Hein. Mais c'est génial. Ah, c'est plus compliqué, là, forcément. L'idée, c'est d'avoir un code qui est un peu plus dur à trouver. Et donc, du coup, on peut commencer comme ça à décoder. On voit apparaître des E un peu partout. Et puis, on va continuer. On va se dire la deuxième lettre. Alors, la deuxième lettre, c'est le S qui a l'air de correspondre au L. Et puis, en fait, nous, on a pris un code où on pouvait inverser aussi pour être un peu plus simple. Donc, le S, c'est le L, et le L, c'est le S. Et puis, comme ça, petit à petit, on va voir apparaître les lettres qui vont continuer. Et puis, on peut continuer. On voit que le A, on ne l'a pas modifié. C'est le même. Le A, c'est le A. Et puis, donc, on va faire apparaître les A. Et comme ça, au fur et à mesure, soit en continuant, soit à un moment donné en tâtonnant, on va arriver à trouver la phrase secrète qui est « Vive les mathématiques dans le goût du savoir » tous les dimanches sur les réseaux d'Alex Wood. On s'y amuse en apprenant. Ah bah dis donc, c'était balèze. Non mais alors ça, pour le coup, c'est génial. Je trouve ça génial. Donc les Gaulois savaient déjà ça. Du coup, un être humain ne peut pas y arriver tout seul, on va dire, avec les tests, il est obligé de passer par là. Mais le souci, c'est que malgré tout, un ordinateur, on est en époque moderne, il peut arriver assez vite à faire les milliards de combinaisons possibles sans utiliser ces fréquences. Et donc, il a fallu inventer des nouveaux systèmes, des nouvelles méthodes encore plus difficiles à décoder, même avec un ordinateur. Et donc, c'est Cyril qui va nous présenter ce troisième codage possible. Est-ce que c'est pas ce qu'ils ont fait pendant la guerre avec Enigma, Cyril? C'est ça le truc? Ah oui. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'avec la machine Enigma, c'était des lettres qui étaient encodées dans des lettres qui, à nouveau, étaient encodées dans des lettres. Et donc, on pourrait le reprendre un petit peu sur le principe de transposition, comme on vient de le voir avec Nicolas.
Et donc, pour y arriver, le nombre de tests était tellement grand que humainement, c'était impossible de le faire. Alors, encore moins sur une journée. Parce en plus, tous les jours, le code changeait. Oui, c'est Et, ça qui était génial, et c'est pour que y le code tous les arriver, jours changeait. Et je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Alan Turing. Hein. Il y a tout des à super fait. films d'ailleurs sur sa vie que je vous conseille qui sont formidables. Il y en a un Big comme un batch Oui. qui est absolument extraordinaire. Ouais. J'ai oublié le nom. Mais c'est vrai que c'est formidable, on apprend. C'est le papa des ordinateurs presque, hein, ce monsieur. C'est ça. Imitation Game, le film. Ah voilà, c'est ça, Imitation Game. C'est le jeu incroyable. d'imitation, voilà. Je sais pas Et si il vous s'est l'avez vu, si vous l'avez appuyé pas vu, simplement Nicolas, sur si des vous l'avez pas vu, je vous le mots-clés. conseille. Et Nastasia, pareil. Il est génial, quoi. Il est super, ouais, il est vraiment super. Il s'est appuyé sur des mots-clés. À partir de ces mots-clés, il a réussi à déchiffrer le reste du texte, un peu comme on a fait tout à l'heure quand Nicolas il a commencé à déchiffrer quelques. On pouvait deviner quelques bigrammes, trigrammes, par exemple les ou EST, et donc ça permet éventuellement de déchiffrer aussi le reste du texte comme ça. Mais globalement, finalement, tous les systèmes, qu'ils soient primitifs comme le code César jusqu'aux plus complexes, hein, qui sont utilisés de nos jours, ils fonctionnent globalement toujours sur les mêmes principes. C'est-à-dire que un code, finalement, c'est un cadenas. C'est un cadenas avec une clé unique pour décrypter le message. Et la technique de chiffrement, elle doit être impossible à réaliser sans la clé. Voilà. Si on veut qu'un système fonctionne tout à fait, il faut absolument qu'on ne puisse pas déchiffrer sans avoir cette fameuse clé. Et un peu donc à l'histoire d'un cadenas. Et il faut savoir que tous nos appels, tous nos messages, que ce soit sur application mobile, par échange de mails, nos échanges d'argent, la crypto-monnaie, la navigation sur Internet, etc., tout ça, ça utilise des systèmes de chiffrement. Et l'un des plus récents que l'on utilise encore aujourd'hui, hein, c'est le chiffrement donc par RSA, qui correspond aux 3 initiales des inventeurs, à savoir Rivest, Shamir et Adelman. Hop, il y a son nom qui part juste à côté, je vais m'enlever. Voilà. Donc, c'est un système qui est encore très, très utilisé aujourd'hui. Le concept, on va essayer de vous l'expliquer. Alors là, pour le coup, mathématiquement, ce sont encore des maths hein, derrière, cette fois-ci qui ne permettent pas de déchiffrer, mais qui permettent de crypter. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on va essayer vraiment de vous expliquer assez globalement comment fonctionne ce système de cryptage. Alors, voilà nos 2 têtes. Et donc, je vais essayer, moi, d'envoyer un message à Alex. Alors, c'est parti. plus réussi que la tienne, hein, je trouve. Hein. Ouais, je sais, mais en même temps, il n'y a pas de mal. Alors, donc, tu te mets en mode mathématique et Alex va donc. Je suis tout le temps en mode mathématique, moi, tu me connais. Alex va donc se mettre en mode création de clés. Donc, il va créer sur son ordinateur ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. La clé privée, donc c'est cette petite clé qu'on va dessiner, il n'y a que lui qui la possède, c'est le seul à l'avoir, personne d'autre ne peut la trouver. Et moi, donc avec mon ordinateur, je vais souhaiter donc lui envoyer un message. Donc pour faire ça, je vais contacter son ordinateur. Donc ce fonctionnement, hein, c'est des allers-retours. Chaque fois que vous cliquez sur envoyer un message, c'est quelque part ce qui se passe sur vos appareils mobiles ou vos ordinateurs. Donc mon ordinateur interroge celui d'Alex et lui dit « Je veux lui envoyer un message, comment faire pour le crypter ?» Du coup, l'ordinateur d'Alex m'envoie le cadenas. Donc le cadenas, il est ouvert. C'est un peu ce principe-là. Hein. Et il va venir, je vais me décaler, je suis encore en plein milieu de l'écran. Voilà. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre là. Donc il va venir se mettre sur le message et on va donc fermer et crypter le message. Ça veut aussi dire qu'un hacker qui trouverait le cadenas ouvert pourrait lui aussi coder un message avec. Ça ne servait strictement à rien, mais il pourrait aussi coder le message. Et ça va être ça la force de ce système de cryptage, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait avoir le cadenas ouvert ou pourrait aussi capter le message crypté avec le cadenas d'Alex. Donc là, ça y est, mon message a été encodé, donc n'importe qui peut le voir sur Internet, mais comme on ne possède pas la clé privée, eh bien on ne peut pas l'ouvrir. Et donc ce message crypté va naviguer sur Internet, revenir jusqu'à l'ordinateur d'Alex, et Alex est le seul avec sa clé privée à pouvoir l'ouvrir et donc déchiffrer ce message. Alors c'est un message secret, je ne peux pas vous dire, je suis désolé. Tu as raison, c'est-à-dire que il me semble que pour cette application de messagerie, en l'occurrence, le message est envoyé et il n'y a que nous qui pouvons le déchiffrer. Ou alors il faut faire comme vous avez fait, c'est trouver la solution, la clé, entre guillemets, ce qu'on appelle la clé du cadenas. C'est ça.
donc, donc tout ça est très compliqué. D'ailleurs, sur vos téléphones, des fois, quand vous réinstallez l'application, ça vous dit votre code a changé ou votre. Il y a un petit message comme ça qui explique qu'il y a un nouveau code qui a été généré. Eh bien, c'est les fameuses clés privées et publiques. Donc, en effet, hein, donc ces messages, alors ce qu'on appelle des clés ici, ce sont en fait des grands nombres et des opérations mathématiques qui vont permettre justement de sécuriser ces informations. Ce sont des nombres premiers, donc c'est pour ça qu'on s'embête aujourd'hui à les chercher encore et encore. Et donc on voit que tout au long de l'histoire, finalement, l'homme s'est acharné et il continue encore aujourd'hui à essayer de trouver des moyens toujours encore plus performants pour protéger ces informations, parce que il y a ce vieil adage qui dit que pour vivre heureux, bien il faut vivre caché, et évidemment il ne faudra pas oublier de rendre à César ce qui est à César. C'est très vrai, on en fait des trucs. Oh, que c'est beau. Et le gras, c'est la vie. Et le gras, c'est la vie. Mais le gras, c'est bon. Je remets une moustache. Parce que de Gaulois. Tes fausses moustaches, c'est hyper bien fait ce truc. Tu sais que je me suis posé la question, mais je me demandais si c'était des vrais pendant 2 secondes, parce que j'ai pas vu quand tu les as fait apparaître. Je me suis dit, mais si c'est des vrais qu'il a collé, c'est un truc de fou, ça marche très très bien. C'est exceptionnel, ces cours de maths. C'est très impressionnant. Merci les garçons du coup pour ce cours de maths. On a fini, c'est bon, c'est ça, c'est fini. Tout à fait. Voilà. En tout cas, allez voir Alan Turing si vous voulez découvrir l'histoire de cet homme incroyable. Nassaya, je garde encore 2 secondes parce que je vais te présenter Annelise. Tu connais Annelise Chardon ou pas? Est-ce que tu connais Annelise Chardon? Non. Tu ne connais pas. Eh bien, écoute, c'est une chef qui n'a pas fait Top Chef, mais qui est avec nous depuis des années maintenant, puisqu'elle était avec nous dans les cours Lumni et elle est avec nous maintenant dans le goût du savoir. En fait, c'est une chef géniale, elle transforme tout, elle fait que des choses qui ont une apparence étonnante et qui sont en général très bonnes. Le seul problème, c'est que les profs sont témoins. À l'époque, on faisait l'émission en direct à la télé, on pouvait manger. Maintenant, on ne peut plus manger, on ne fait que regarder, ce qui est absolument insupportable. Mais on est parti, elle nous a fait une spéciale fête des pères. Et oui, vous allez voir Nico et Cyril, elle vous a fait honneur à Annelise cette semaine, elle a même fait des maths pour son gâteau. Vous allez comprendre comment ça se passe. Tu vas voir Nastasia, tu me donneras ton avis sur la recette et après je te laisserai vaguer à tes occupations puisqu'on a Adrien qui nous attend depuis tout à l'heure. On est parti, regardez ça, vous allez voir, ça donne très faim. Ouf. Normalement. Alors attends, je ne l'ai pas, ça ne marche pas. Je vais le lancer du coup, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On devait l'avoir. On va l'avoir, j'imagine. Je vais avoir un peu de beurre et des œufs si vous voulez, sinon. Écoute, je vais la mettre, on l'a ici. Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête des pères. Bon, je m'y prends un petit peu tard pour réaliser un gâteau pour le déjeuner, mais j'avais quand même envie de profiter de l'occasion pour vous montrer comment réaliser un gâteau lettre. Donc une lettre comme l'initiale d'un prénom, la première lettre du prénom de quelqu'un que vous aimez bien et à qui vous avez envie de dire bonne fête ou bon anniversaire ou bravo ou je t'aime. Donc voilà, donc j'ai longuement réfléchi à la lettre que j'allais utiliser et puis je me suis dit Alex, toi aujourd'hui, c'est aussi ta fête parce que tu es papa, donc je vais faire un gâteau en forme de A. Merci. Donc la première étape, c'est de préparer un gâteau. Donc moi j'ai pris ma recette de gâteau au chocolat classique, normal, sauf que au lieu de la cuire dans un moule à cake ou dans un moule à gâteau rond, je l'ai préparé sur une plaque de cuisson, donc je vous montre le résultat, pour avoir un gâteau en forme de rectangle. Alors l'étape suivante va plaire à nos professeurs de mathématiques, puisqu'il s'agit de mesurer la plaque et de faire des petits calculs et un petit peu de mesure et de géométrie pour arriver à découper une lettre qui va pouvoir rentrer 2 fois dans la taille de la plaque. Donc bien sûr à adapter en fonction de la lettre que vous avez choisie. Donc je vais ensuite couper mon gâteau en 2 et utiliser mon gabarit lettre pour venir découper une lettre dans chaque moitié de gâteau. C'est un gros brownie. Il ne me reste plus qu'à retirer les morceaux que j'ai découpés. Hop, voilà. Et le cœur du A, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Et voilà, je me retrouve avec mes 2 lettres. Alors j'ai fouetté 20 centilitres de crème avec 125 g de mascarpone bien froide et un petit peu de poudre de vanille pour avoir cette chantilly. Je vais prendre un petit pot comme ça pour pouvoir y mettre une poche à douille. Donc j'ai mis une douille lisse, mais si tu veux, tu peux mettre une douille
une douille cannelée. Ok. Je retourne la poche. Il ne me reste plus qu'à mettre la chantilly dans la poche. Ah oui. Alors, je n'avais pas de place suffisamment grand pour déposer mon gâteau, donc j'ai réutilisé la plaque de cuisson que j'ai simplement nettoyée. J'ai déposé mon premier gâteau. Avec ma poche à douille, maintenant, je vais venir faire des petits ronds de crème en essayant d'être le plus régulier pour recouvrir toute la surface du gâteau. Bon, là, Je viens maintenant déposer mon deuxième gâteau. Je viens déposer mon deuxième gâteau par-dessus le premier. Voilà, comme ça. Il ne me reste plus qu'à finir de décorer le dessus. Pour la déco, tu peux rajouter des fruits. Donc moi, j'ai mis des cerises parce que c'est la saison. Tu peux aussi ajouter des copeaux de chocolat. Pour ne rien gâcher, j'ai même découpé des petites étoiles dans les chutes de gâteau, dans les morceaux de gâteau que j'ai enlevés. Je viens les mettre par-dessus. Tu vois, Alex, je te rajoute même des petits confettis colorés. Et j'y pense. Comment je vais faire pour te le donner, ton gâteau? Comment? Ah, mais A, c'est aussi l'initiale d'Annelise. J'ai qu'à le manger. À bientôt. Ah, bah, sympa. Merci beaucoup, Annelise. À bientôt. On peut pas le manger. Manger.fr. Anastasia, t'es d'accord, hein? Ouais. Comment? Ça n'a pas l'air léger. Je pense que là. Ça va, le dimanche, on a le droit. Ouais, le dimanche, on a le droit, d'accord. Ok, bon, super. Le dimanche, on a le droit le Et dimanche. il y a 5 fruits et légumes dessus. Oui, en plus, t'as vu, il y avait des petits fruits. Fraîches, Ouais. framboises, T'avais la cerises. touche de fruits quand même. C'était pas mal. C'était pas mal. Merci Alice en tout cas pour ce très beau gâteau à faire. C'est une bonne idée. Vous avez vu, elle a fait des maths, hein, les garçons. Elle a pensé à vous. Quoi. Ah, il est beau, hein. Bon, allez, on arrive au bout de cette émission. Elle a fait du français aussi. Il y a le A de Zeugma. Et c'est vrai, elle a fait il y avait un petit peu de tout. C'était incroyable ce cours. On sent qu'elle suit l'émission. Parfois elle est avec nous, parfois elle est en vidéo, mais elle suit l'émission quand même. Elle est au top, Annelise. Merci beaucoup, Anastasia, d'avoir été avec nous. Alors, si on veut te retrouver, évidemment, tu as tes réseaux sociaux. Hein. Merci à vous. Je vais les remontrer ici parce que tu es sur les réseaux. Voilà, on a ton petit lien ici. On peut te trouver. On peut aller voir aussi ce que tu avais fait dans Top Chef, voir tes bons plats et tes bonnes recettes. Il n'y a pas de livre de ta part? On n'a pas de livre Exactement. encore, Anastasia? Pas de livre. Aïe, aïe, aïe. Donc, on est obligé de t'engager pour décorer ce que tu fais. C'est ça. Moi, je suis la cuisine de l'instinct. Je pêche pas trop, j'avoue, je fais tout. Oui, c'est vrai, parce qu'on va le dire, hein, l'autre jour, on a été manger ensemble au Bristol, on a eu cette chance-là, chez Monsieur Eric Fréchon, invité par la formidable Émilie, qui est notre attachée de presse, qu'on aime tant ici sur l'émission, qui a des contacts là-bas. Et c'était incroyable ce qu'on a mangé, et c'est vrai que c'était formidable, parce que tu expliquais que justement, parce que je te disais, c'est quoi ton plat favori, ton plat signature, et je disais, mais en fait, je n'ai pas le plat signature, moi je prends ce que j'ai, et je crée le truc. Quoi. Et j'étais toujours hyper étonné, parce que je me dis, tiens, moi j'aurais toujours peur de faire un truc, je suis nul. Et en fait, tu disais que tu savais comment tout mélanger pour que ce soit bon à chaque fois. Quoi. Ça, c'est pas mal. Quand même. Ça, c'est pratique. Oui, c'est instinctif. C'est l'expérience surtout, je pense. Le talent. C'est l'expérience et le talent, voilà, exactement. Merci beaucoup, Anastasia, d'avoir été avec nous. On te fait des gros bisous. Merci et on va à accueillir vous. à ta place Merci à toi. notre Au ami revoir. Adrien qui nous rejoint. Gros Salut. bisous. Ça Anastasia. marche, gros bisous. Merci Et à tous. boum, regardez qui c'est qui est là. C'est Adrien, il est de retour. Incroyable. Le retour. Salut les amis. Ça va, mon Adrien? Salut. Et la Ça moustache? va et vous? Bah oui, Il s'est il a rasé. changé. Et oui, j'ai rasé la moustache. Ah mais attends, on est très triste. Attends, on va se remettre ton générique et puis après on va parler. Enfin non, avant ça, puisque tu l'as montré, regardez les enfants, rappelez-vous ce grand moment d'émotion qu'on a eu pendant quelques semaines. On ne savait pas si c'était à droite ou à gauche. C'était Nicolas qui avait du mal à savoir. On était là pendant quelques semaines. Formidable. Maintenant, on Mais sait, alors il est à maintenant, droite. t'as plus rien, quoi. T'as tout perdu, quoi. Boum. Et oui, j'ai tout rasé, mais je vais la retrouver en septembre puisqu'on rejoue le spectacle en septembre. Ah ben il faudra absolument. Vous voulez pas qu'on se fasse tous une excursion le goût du savoir, les amis, Mais- et qu'on aille voir Adrien quand même, Oui. pour qu'on le fasse. Ouais, avec Oui. un bus, le goût du savoir. Oui, on pourrait faire ça. Et on En tourne. septembre, il y aura quelques nouveautés. Vous verrez tout ça bientôt. On va en parler très vite. Mais bon, bah écoute, super. Et ben on est parti pour ton cours. Ça nous avait manqué un petit peu. Un cours de science. Hein. On a généralisé. On n'a plus un générique SVT parce que c'était trop petit pour nous. Maintenant, c'est. Ouais, nous, on fait tout en même temps. Alors, Adrien, retour aux affaires. Alors, attends. Bon, j'annoncerai les gagnants du concours après. On est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que même si tu n'étais pas là, tu n'as pas bullé.
Et non, j'ai pas bullé, j'ai pas flemmardé, je vous ai préparé un super cours sur les bulles de savon. Alors, vous allez tout savoir grâce à des petites expériences hyper faciles à refaire à la maison, tout savoir donc sur les bulles de savon. On va commencer par une première expérience. J'ai simplement mis de l'eau dans un verre. Si je souffle dedans, ça fait des bulles, mais ces bulles, elles ne tiennent pas. Hein. Arrivées à la surface, elles explosent. Pour pouvoir faire des bulles de savon, il faut que j'ajoute du savon. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser plutôt que du savon, du liquide vaisselle. C'est beaucoup plus simple. Je vais rajouter un petit peu de liquide vaisselle dans mon verre. Mélanger. Ça va marcher ? Et là, j'arrive à former des bulles de savon. Alors, qu'est-ce que c'est ces bulles de savon? J'en ai déjà mis partout, ça commence bien. Ces bulles de savon, comment est-ce qu'elles se forment? Eh bien, en soufflant dans mon eau savonneuse, j'ai formé ces bulles qui reposent sur une propriété des molécules de savon. Les molécules de savon, elles ont un petit peu cette structure-là. On dit qu'elles sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles ont une partie hydrophile qui est capable d'établir des liaisons avec les molécules d'eau, ici en orange, et puis une partie hydrophobe qui, elle, ne supporte pas le contact avec l'eau, ici en marron. Quand je souffle dans mon eau savonneuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je forme des bulles constituées de 2 couches de molécules de savon. Alors là, mes couches de molécules de savon, je ne les ai pas présentées sur tout le tour de la bulle. Mais il faut bien imaginer que... Tu es en train de perdre Nico, chérie. On est en train de les perdre complètement. Pourquoi? Et c'est que le début, hein. C'est pas possible. Donc ici, on a dans notre bulle de savon une surface constituée de 2 couches de molécules de savon et entre les deux, ici en bleu, une fine pellicule d'eau. Cette fine pellicule d'eau, elle est comme emprisonnée par les parties hydrophiles des molécules de savon et les parties hydrophobes des molécules de savon, elles sont tournées vers l'extérieur et sont au contact de l'air. Soit l'air à l'extérieur de la bulle, soit l'air à l'intérieur de la bulle, puisque ici, c'est l'air à l'intérieur de ma bulle de savon. Alors, les bulles de savon, le mieux pour les faire, c'est soit d'utiliser une petite tige en plastique qu'on retrouve dans le commerce. Tu peux aussi en fabriquer, par exemple, avec du fil de fer. Ça marche plutôt bien. Mais ces bulles de savon, assez rapidement, elles tombent au sol. Alors, si elles tombent au sol... Bah, c'est la gravité, non? Et oui, c'est parce que le poids de la bulle de savon, c'est-à-dire la force qui l'entraîne vers le bas, cette force, elle est supérieure à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède qui est la force exercée par l'air vers le haut et qui tendrait à faire remonter la bulle de savon. Pourquoi est-ce que le poids de la bulle de savon est supérieur à la poussée d'Archimède? Eh bien parce que les molécules de savon, la fine pellicule d'eau, participent à augmenter ce poids et rendent donc le poids supérieur à la poussée d'Archimède. Ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est une expérience qui va nous permettre de faire flotter ces bulles de savon et éviter qu'elles retombent sous l'effet de la gravité à cause de leur poids. Pour ça, on va utiliser une réaction chimique qu'on a déjà utilisée plusieurs fois dans cette émission. Une réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. J'ai ici déposé dans mon récipient du bicarbonate de soude. Je vais rajouter dessus du vinaigre blanc. Alors les quantités, les proportions, elles dépendent à la fois de la taille de ton récipient et puis de sa forme aussi. Ici, il faut pas avoir peur de trop en mettre, hein. Ici, je vais vider donc l'intégralité de mon verre de vinaigre sur mon bicarbonate. Oh là là! Oui, ça mousse. Ça mousse dur. Je vais rajouter une fois mon... Oulala, 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 oulala. Eh ben, j'en ai trop mis, je suis allé trop vite. Ça déborde, ça dégouline de tous les côtés. C'est pas grave. Cette réaction chimique qui a lieu ici dans mon récipient, c'est une réaction chimique
qui produit un gaz, on le voit. Ce gaz, c'est du dioxyde de carbone. Si maintenant, je fais des bulles par-dessus mon récipient, et qu'il y en a qui veulent bien rentrer dedans. Ah, on le voit. Ces bulles, elles vont flotter, être comme en suspension par-dessus le dioxyde de carbone. T'es sûr hein, parce qu'on voit rien du tout. Regarde. Ah si. Ah oui, mais ça dure pas longtemps, mais oui. Alors c'est parce que je suis pas très doué, il faut bien viser. Je vais en faire des plus petites. Regardez, il y en a une qui est piégée dedans et elle est en suspension, elle flotte dans mon récipient. Mais donc il faut qu'on Alors fasse un comment grand ça se récipient fait? pour que ça marche partout. Alors effectivement, il faut un grand récipient, j'en ai mis partout. Alors, il faut un grand récipient et la réaction chimique donc, qui se déroule dans ce récipient produit du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, pour un même volume, il a une masse plus importante que l'air. Et du coup, il va entraîner une poussée d'Archimède plus importante sur ma bulle de savon. Ce qui fait qu'au-dessus de mon récipient, ma bulle de savon, elle va avoir un poids et une poussée d'Archimède qui vont s'équilibrer. Et la bulle va pouvoir flotter quelques instants au-dessus de mon récipient. Alors, elle finit, vous l'avez remarqué, elles finissent quand même, ces bulles, par éclater. Je vais déplacer tout ça. Ces bulles, elles finissent quand même par éclater. Est-ce qu'on peut faire des bulles qui n'éclatent pas? Eh bien, justement, c'est ce que je vais te proposer, Alex. Elles finissent par éclater. D'abord, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'elles finissent par éclater. Pour plusieurs raisons. D'abord, cette fine pellicule d'eau, elle subit l'évaporation, c'est-à-dire que l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Deuxième chose, cette fine pellicule d'eau, sous l'effet de la gravité, elle va avoir tendance à glisser. Les molécules d'eau vont se retrouver, s'accumuler vers le bas de la bulle. Sous l'effet donc de la gravité et de l'évaporation, cette fine pellicule d'eau, elle va s'amincir, tellement s'amincir que les deux couches de molécules de savon vont pouvoir rentrer en contact. Si elles rentrent en contact, ça modifie complètement la structure de la bulle, ça fait un trou dedans, la bulle éclate. Donc il faut trouver un moyen pour que cette fine pellicule d'eau ne s'amincisse pas. Pour ça, on va réaliser une nouvelle expérience. J'enlève tout mon bazar. Oh là là, j'en ai mis partout. Et puis, on va réaliser donc une nouvelle expérience. Pour ça, tu auras besoin d'eau. Alors, d'eau tiède, de liquide vaisselle, toujours, pour pouvoir faire tes bulles, et de sucre en poudre. Alors moi, tu peux prendre du sucre blanc. Moi, j'ai pris de la cassonade. Ça marche très bien aussi. Oui, c'est le truc un peu plus marron, là, c'est ça? Exactement. Dans mon verre, ici, je vais mettre, alors, hop, 4 doses d'eau tiède. Donc, si une dose, c'est une cuillère à soupe, je mets 4 cuillères à soupe d'eau tiède. Pourquoi à faire avec un adulte, évidemment. Je rajoute dedans une dose de liquide vaisselle. Donc, une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Oui, ça fait plusieurs doses, parce que tu as appuyé plusieurs fois quand même. Oui. Mais ça représente une dose. Moi, ma dose, c'est une grosse cuillère à soupe. Mais pourquoi il faut que l'eau soit tiède? Ça change quoi que l'eau soit tiède? Alors, le fait que l'eau soit tiède, ça va aider à la dilution du sucre. D'accord. Ça va permettre de mieux diluer le sucre dans notre mélange. Et je vais mettre 2 doses, justement, de sucre. Une dose, 2 doses. C'est une super expérience à faire le jour de la fête des papas, quand même. Ouais, il y a de quoi s'amuser tout l'après-midi, vous allez voir. On mélange jusqu'à ce que le sucre ne soit plus visible, il soit complètement dilué dans l'eau. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé un mélange ici. C'est exactement la même chose que ce que je viens de refaire. Dans mon mélange, je vais pouvoir plonger ma petite tige pour faire des bulles, soit celle en fil de fer, soit celle que j'ai trouvée dans le commerce. Avant ça, je vais enfiler des gants tout doux, les gants qu'on met en hiver. Alors, c'est pas parce que j'ai froid, tu vas comprendre pourquoi je mets des gants tout à l'heure. Hop, j'enfile mes gants.
Je vais plonger ma tige dans mon mélange et souffler des bulles. Et je recommence. Ça n'a pas marché, à mon avis. Ouais, elle est grosse celle-là. Ah ben mince. Mais normalement, elles sont pas censées être solides, celles-là. Elles sont censées rebondir sur mon gant. Ah, regardez. Ah, ça a marché. Ça, non, je reconnais que ça a marché. Je vais remélanger. Ça fait longtemps que le mélange attend, là. Regardez. Oh, c'est beau. J'arrive à faire une bulle rebondissante sur mon gant. Attends, mais alors ça, non, mais ça c'est génial. Je peux la faire rebondir plein de fois avant qu'elle éclate. Génial. Là, c'est génial. C'est le meilleur Elle truc de est la journée. beaucoup plus résistante. C'est de la magie. Regardez. Waouh. C'est trop bien, j'adore. Et tu peux pas juste la tenir dans ta main? Fais voir. Attends. Parce qu'en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais les bulles qu'on réussit à faire, elles sont beaucoup plus grosses. Ah voilà. Ah non, mais ça c'est génial. C'est dingue, hein? Ah ça c'est génial. Ah bah écoute, je pense que je vais passer. Moi, je pourrais m'amuser avec ça pendant des heures. Ah bah on va passer l'après-midi à faire ça. Alors, comment ça se fait? Concrètement, qu'est-ce qui se passe scientifiquement et pourquoi est-ce que j'ai mis des gants? Eh bien, le sucre que j'ai ajouté à mon mélange, parce qu'en fait, c'est mon mélange de base, de l'eau et du liquide vaisselle. Le sucre que j'ai rajouté, il épaissit le mélange. En épaississant le mélange, il évite deux choses. D'abord, il diminue l'évaporation de cette fine pellicule d'eau. Ensuite, comme le mélange est plus épais, cette fine pellicule d'eau, elle va avoir plus de difficultés à redescendre, à tomber, à glisser vers le bas de la bulle. Du coup, cette fine pellicule d'eau, elle est beaucoup plus résistante. Beaucoup plus résistante, et ça explique pourquoi mes bulles mettent beaucoup plus de temps à exploser. Alors, à la maison, cet après-midi, tu peux t'entraîner, tu peux faire le jeu. Tu nous diras combien de fois tu as réussi à faire rebondir tes balles rebondissantes. Je t'ai pas expliqué pourquoi j'avais mis des gants. C'est parce qu'à la surface de notre peau, on a des graisses, des molécules de graisse qui vont changer la structure de la bulle. Ces molécules de graisse, les molécules de savon peuvent s'y fixer. Et du coup, ça déstructure la bulle et ça la fait exploser. Le fait de mettre des gants, ça limite le contact entre les molécules de savon et les molécules de graisse qu'on peut avoir par exemple à la surface de notre peau. Alors si tu t'amuses à faire rebondir tes balles cet après-midi, tu nous diras combien de fois tu as réussi à les faire rebondir. Sache que le record du monde de la bulle qui a tenu le plus longtemps, c'est un record qui est en fait le résultat d'une expérience scientifique. Des chercheurs ont réussi à faire tenir une bulle 465 jours. C'est énorme. Une bulle qui a mis plus d'1 an à exploser. Alors ça peut paraître complètement farfelu. En réalité, c'est une équipe de chercheurs, une équipe de scientifiques qui travaille sur la texture des mousses à des fins médicales pour la santé. Et ça peut être utile d'avoir ces structures de mousse très résistantes. Ah bah c'est génial. Écoute, merci beaucoup Adrien. Ce cours était formidable. Alors là, je sens qu'on va faire des trucs toute la journée et qu'on va s'éclater à faire ça. On va féliciter aussi Adrien de gagnant du jour. Indy, c'est Adam qui l'a gagné. Marion Ravenwood, c'est Fabien qui l'a gagné. Et Donjons et Dragons, c'est Thomas Maillet. Quant à France Miniature, c'est la grande puce. Bravo à tous nos gagnants du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, même chaîne, même bonheur. Merci les amis, désolé pour tous les problèmes techniques, désolé surtout pour Fred, notre rédacteur chef favori, qui va passer sa vie à me détester. Mais on a fait ce qu'on peut, c'est les conditions du direct. C'est bizarre, d'un seul coup, ça s'est beaucoup amélioré à partir du milieu de l'émission, donc tant mieux, on va pas se plaindre. Merci à vous, merci à tous, on se retrouve très très vite. Gros bisous, c'était toute l'équipe et Alex. Goodbye. Bonne journée.